quel dur à cuire est Martin Boone Jr. Je suis un dur à cuire. Non, peu importe, mec. Je veux dire, je suis genre, tu sais, je suis un peu le type le plus gentil que tu rencontreras, à moins que tu fasses tâter quelque chose. Le gang de motards s'est séparé 2014, mais leur vraie histoire ne faisait que commencer. Une star gagne des millions sur OnlyFans. Son fils adolescent édite le contenu. Un autre a perdu son fils adolescent par suicide et est devenu bouddhiste. La plus grande star de la série a refusé des rôles chez Marvel pour produire des documentaires policiers. Certains valent des millions, d'autres ont tout perdu. Après avoir joué des hors-la-loi pendant 7 ans, leur vraie vie est devenue plus étrange que tout ce que les scénaristes pouvaient imaginer. Charlie Hunnam. Après la fin de Sons of Anarchy 2014, Charlie Hunnam n'a pas ralenti. Il est passé directement au film, certains grands, certains oubliables. L'un des plus grands a été The Gentleman, une comédie policière sortie 2023. Il a rapporté 115 millions de dollars dans le monde entier. Il jouait le bras droit du personnage de Matthew McConaughey. Ce rôle n'était pas aléatoire. Le réalisateur Guy Ritchie avait déjà travaillé avec Hunnam sur King Arthur, Legend of the Sword. 2017, le film lui-même a été un échec, ne rapportant que 148 millions de dollars sur un budget de 175 millions de dollars. Mais le lien entre l'acteur et le réalisateur est resté fort. Ritchie a demandé à Hunnam de revenir pour The Gentleman et Charlie a qualifié cette offre de fierté après près de 20 ans dans le métier. Tout n'a pas cliqué cependant. Il a essayé un drame carcéral appelé Papon 2017, puis A Million Little Pieces 2018 et la série Apple TV+, Shantam 2022. Aucun d'entre eux n'a eu un impact important auprès du public ou des critiques. Pourtant, il a continué à pousser. 2023, il a décroché un rôle dans Rebel Moon de Zack Snyder. À l'origine, Snyder lui a offert un rôle plus petit, mais Hunnam s'est présenté comme Kai, un pilote mercenaire intrépide, et a obtenu le rôle. Le premier film est sorti décembre 2023 et la suite a suivi avril 2024. Maintenant, 2025. Charlie est de retour à la télévision. Il joue dans Criminal d'Amazon Prime Video, basé sur un roman graphique populaire. Il joue un maître voleur nommé Leo Patterson et est également producteur exécutif de la série. C'est une première pour lui. Hors écran, il est devenu plus loquace sur la santé mentale. Mai 2024, il a rejoint la campagne Talk Away the Dark avec Zack Snyder et l'American Foundation for Suicide Prevention. Il a dit que ses rôles d'acteur l'ont aidé à comprendre la douleur émotionnelle et maintenant, il veut utiliser sa plateforme pour aider les autres. Katey Sagal. La vie de Katey Sagal, après Sons of Anarchy, a pris de nombreux virages, mais elle a géré chacun d'eux avec style. Quand elle a joué Gemma Teller Marrero, elle n'était pas nouvelle à la célébrité. Dans les années 90, elle avait joué Peggy Bundy dans Mariée, 2 enfants pendant 11 ans. Ce rôle l'a rendue célèbre, mais l'a aussi coincée dans la comédie. C'est Sons of Anarchy qui l'a fait sortir de là. Elle a remporté un Golden Globe 2011 pour ce rôle et a prouvé qu'elle pouvait aussi faire du drame sérieux. Après la fin de la série 2014, elle n'a pas ralenti. Elle a rejoint le casting de The Bastard Executioner 2015, une série créée par son mari, Kurt Sutter. Puis elle a pris un tournant sauvage jouant le Dr. Ingrid Jones dans Shameless de 2017 à 2018. 2018, elle a décroché un rôle dans The Conners, jouant Louise, une musicienne et la nouvelle amoureuse de Dan Conneronk. Elle est restée dans la série pendant des années, montrant à nouveau un côté plus doux et plus drôle. Mais 2023 a apporté quelque chose de nouveau. Elle est remontée sur scène pour la première fois depuis des décennies. La comédie musicale s'appelait The Gospel According to Heather. Elle a été écrite par Paul Gordon, le même homme qui lui a donné l'un de ses premiers concerts de musique quand elle débutait. Elle a dit que c'était comme boucler la boucle. La musique a toujours été une grande partie de sa vie. Avant de jouer, elle a chanté tant que choriste pour des stars comme Bob Dylan, Etta James et Bette Midler.
Elle a même sorti un album solo, 1994, et a écrit des chansons pour Sons of Anarchy. Mais ses rêves musicaux ont failli être détruits. Elle a commencé à boire à 15 ans et à consommer des drogues pour engourdir sa douleur émotionnelle. Dans un podcast mars 2025, elle a dit que la dépendance avait anéanti sa carrière musicale à ses débuts. Elle est sobre depuis de nombreuses années maintenant, mais n'a commencé à parler ouvertement que récemment. Elle a dit qu'elle voulait que les gens cessent de se cacher de leurs sentiments et commencent à les affronter. Ron Perlman. Après Sons of Anarchy, Ron Perlman n'a pas ralenti. Il ne s'est pas volatilisé ou n'est pas resté coincé dans des rôles de motard stéréotypés. Au lieu de cela, il a continué avec plus d'énergie que jamais. 2025, Perlman était la tête d'affiche de Joe Baby, un thriller néo-noir sombre et granuleux, où il jouait un collecteur de dettes violent piégé dans un braquage immobilier de 10 millions de dollars. Le film réalisé par Steven Brand a été présenté avant-première au Beverly Hills Film Festival le 2 mai 2024. Il mettait vedette Harvey Keitel et Dickon Lachman et était basé sur un roman de Drew Fine. Les critiques ont qualifié la performance de Perlman d'électrisante. Elle montrait sa puissance habituelle, mais avec plus de profondeur, plus de douleur. La même année, Perlman a lancé sa propre société de production, Wing and a Prayer Pictures. Il s'est associé aux financiers Josh et Randy Crook pour produire jusqu'à 3 films par an, chacun étant doté d'un budget entre 3 et 10 millions de dollars. Mais ce n'était sans pas que des jeux d'argent. Son objectif était de créer un foyer pour les artistes auxquels il croyait, des réalisateurs et des écrivains qui ne rentraient pas dans la machine hollywoodienne. Il a dit qu'il voulait construire un endroit où les artistes peuvent faire ce qu'ils font de mieux, créer un beau cinéma. Perlman était prêt à produire, voire à réaliser, si le projet l'exigeait. Il n'a pas non plus renoncé au travail de voix. Les fans entendaient toujours son grognement caractéristique dans la série de jeux Fallout, un travail qu'il exerce depuis 1997. 2023, il a fait la voix d'Optimus Primal dans Transformers, Rise of the Beasts, et sa voix est réapparue dans Star Wars, Tales of the Jedi, s'assurant que son héritage reste fort dans la science-fiction et la fantasy. Kim Coates. Kim Coates, qui jouait Tig Trager, a connu une ascension différente. Il a failli ne pas accepter le rôle du tout. Il pensait que Tig était trop fou, trop psychotique. Mais maintenant, des années plus tard, Coates est l'un des acteurs les plus demandés de la télévision. 2025, il est revenu dans The Walking Dead, Dead City, saison 2. Non pas tant que survivant, mais tant que méchant, il joue Bugal, un chef de gang brutal régnant sur ce qui reste de Manhattan. Ce n'est pas que de la violence cependant. Coates a dit que le prochain chapitre de la série sera une parabole sociopolitique. Il ne fait pas qu'agir. Il façonne le personnage et l'histoire tant que producteur exécutif. 2023, il a de nouveau choqué les fans, cette fois sur Netflix. Il a joué Brigham Young dans American Primeval, un western sombre se déroulant pendant la guerre de l'Utah de 1857. Réalisée par Peter Berg, la série était intense. Coates l'a qualifiée de la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Il est resté dans son personnage pendant des semaines, a enduré des conditions de tournage brutales et a quand même livré une performance qui a stupéfié le public. Son Brigham Young était complexe, un mélange de feu religieux et de douleur cachée. Et juste au moment où les gens pensaient qu'il se tiendrait au rôle à l'écran, Coates est remonté sur scène. 2024, il a joué au théâtre pour la première fois depuis 1990. Les critiques ont été dithyrambiques. C'était la preuve qu'il n'avait pas perdu l'étincelle qui avait tout déclenché. Dehors du travail, Coates garde les pieds sur terre. Il a épousé Diana Coates, 1944, et ils sont toujours ensemble. Ils ont 2 filles, Kyla et Brenna. Brenna est aussi une actrice, avec des rôles dans Coroner et Cage Fighter. Coates attribue souvent son succès à sa famille. Il se sent toujours lié à ses racines au Canada.
2017, l'Université de Saskatchewan lui a décerné un doctorat honorifique lettres et il redonne mentorant de jeunes acteurs, particulier Saskatchewan. Il donne des ateliers et dit que Sons of Anarchy était la leçon parfaite pour jouer des personnages qui vivent dans les zones grises. Theo Rossi. Après la fin de Sons of Anarchy 2014, Theo Rossi n'a pas ralenti. Il venait de jouer l'un des personnages les plus torturés de la série Juice. Et au lieu d'attendre son prochain rôle, il a construit quelque chose qui lui est propre. La même année, il a lancé une société de production appelée Those Dudes Pictures. Un an plus tard, 2015, la société a sorti son premier film, Bad Hurt. Non seulement Theo a produit le film, mais il y a aussi joué. Il s'est été tourné à Staten Island, sa ville natale, et a raconté l'histoire douloureuse d'une famille confrontée à un traumatisme et à des systèmes brisés. Il a frappé fort, et les critiques l'ont remarqué. Ce film n'était pas un coup de dieu de chance. Sa société est de forger une réputation réalisant des films bruts et émotionnels sur la rédemption et les dommages, un peu comme les intrigues dans lesquelles il s'est épanoui dans Sons of Anarchy. Mais le jeu d'acteur était toujours au cœur de tout. 2016, il est entré dans le monde Marvel, jouant Hernan Shades Alvarez dans Luke Cage and Luke Cage. Le rôle était lisse, complexe et dangereux. Il a montré avec quelle facilité Theo pouvait se glisser dans des personnages moralement gris, puis vinrent des mouvements plus importants. Il a travaillé avec Zack Snyder dans Army of the Dead 2021. Un an plus tard, il a joué aux côtés d'Aubrey Plaza dans le thriller indépendant Emily the Criminal. Ce film lui a valu une nomination aux Independent Spirit Awards pour la meilleure performance de soutien 2022. 2024, il faisait partie de quelque chose d'encore plus grand, le Penguin, un spin-off HBO Max lié à l'univers de Batman. Il a joué le docteur Julian Rush, une figure mystérieuse dans le monde criminel de Gotham. Le secret entourant le rôle n'a fait qu'ajouter au buzz. Même temps, il a continué à construire sa présence derrière la caméra. 2025, il a coécrit et produit Play Dirty, un thriller policier sorti sur Tubi. Il y a joué aux côtés de son ancien partenaire de Sons of Anarchy, Ron Perlman. Il suivait un flic corrompu essayant de survivre entre les affaires internes et un patron du crime brutal. C'était familier aux fans, sombre, tordu et compliqué. Hors écran, Theo est resté les pieds sur terre. Il est connu pour être profondément connecté aux fans, montrant toujours son amour pour le rôle qui l'a rendu célèbre. Les gens l'appellent toujours Juice et il est fier. Il a épousé Megan McDermott 2014. Ils ont 2 fils, Kane Alexander et Arlo Benjamin. La famille vit à Austin, au Texas, loin des projecteurs d'Hollywood. Mais même là, il reste occupé avec des œuvres de bienfaisance, aidant les anciens combattants et les causes des droits des animaux. Maggie Siff. Maggie Siff a pris un chemin différent après Sons of Anarchy. Son rôle de Tara Knowles était puissant, émotionnel et inoubliable. Mais une fois la série terminée 2014, elle a rapidement sauté dans quelque chose de complètement nouveau. 2016, elle a commencé à jouer Wendy Rhodes dans Billions, une série sur le pouvoir et la manipulation dans le monde des fonds spéculatifs. Elle n'était pas seulement une psychiatre, elle était une stratège, une coach et quelqu'un qui pouvait rivaliser avec les milliardaires. Le rôle a duré jusque 2023 et il l'a rendue encore plus respectée. Elle a obtenu 3 nominations aux Satellite Awards pour son travail. Ce qui a rendu la performance spéciale, c'est à quel point elle était personnelle. Des années plus tôt, Maggie avait travaillé comme intérimaire dans un fonds spéculatif après l'université. Cette expérience réelle a façonné la façon dont elle a joué Wendy, aiguisée, calme et discrètement intense. Après Billion, elle ne s'est pas contentée de la télévision. 2025, elle est retournée au théâtre, jouant dans Creditors au Manetta Lane Theatre à New York. Elle a joué Tekla, une sculptrice prise dans un triangle amoureux toxique.
Les critiques ont adoré la performance, comparant la force de son personnage à celle de Tara dans Sons of Anarchy. Elle n'avait pas fini. À peu près au même moment, elle a commencé à développer une série limitée sur l'effondrement de Wall Street 2008 à 2008. Elle ne fait pas que jouer dedans. Elle façonne l'ensemble du projet. C'est logique. Elle a étudié l'économie à l'université et maintenant elle utilise ses connaissances pour raconter des histoires plus profondes et plus intelligentes. De retour classe, Maggie aide également la prochaine génération. Elle enseigne le jeu d'acteur à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York, où elle pousse les étudiants à se concentrer sur l'émotion réelle plutôt que sur la simple technique. C'est la même mentalité qui l'a aidé à remporter un Barrymore Award 1998 pour son travail dans Ghost. Et maintenant, 2025, elle est de retour à la télévision, cette fois dans Law and Order. Elle joue Kate Norris, un personnage lié à l'un des détectives de longue date de la série. Les fans de la franchise se souviennent peut-être d'elle dans des épisodes passés, mais cette fois, elle est une présence à temps plein. Mark Boone. Mark Boone n'a jamais été un acteur comme les autres. Né Mark Heydrich le 17 mars 1955 à Cincinnati, Ohio, il est devenu un visage que vous ne pouviez pas oublier, surtout après son rôle de Bobby Emson dans Sons of Anarchy. La mort de Bobby dans la série a été brutale. Il a perdu un œil, s'est fait couper les doigts et a reçu une balle dans la tête lors d'un échange raté. Beaucoup ont pensé que c'était la dernière fois que nous verrions Boone, mais il ne s'est pas volatilisé. Il est seulement devenu plus fort. Après la fin de Sons of Anarchy 2014, Boone a trouvé un second souffle. L'un de ses rôles les plus puissants est survenu des années plus tard dans Hightown, où il a joué un baron de la drogue nommé Pay. Il n'était pas là que pour la forme. Il possédait chacun de ces 4 épisodes entre 2021 et 2024. Et 2025, il est revenu avec I'm Beginning to See the Light, une histoire émouvante sur le deuil et le jazz qui a touché une corde sensible. La même année, il est apparu dans 2 films indépendants, Odessa et By the Rivers of Babylon. Il travaillait sans arrêt, prouvant que le feu ne s'était pas éteint. Mais ce n'était pas tout devant la caméra. Boone est devenu une voix forte pour les anciens combattants qui luttent contre des problèmes de santé mentale. Il s'est associé au Wounded Warrior Project et a souvent dit que Sons of Anarchy lui avait donné une nouvelle perspective sur le traumatisme et la loyauté. Il a également lancé un podcast, Bobby's Garage, où il parlait de films classiques et interviewait d'anciens membres du casting de Sons of Anarchy. Les fans ont adoré le ton brut et honnête, et l'humour pince sans rire de Boone lui a donné un avantage unique. Hors écran, Boone est resté discret, mais il s'est ouvert juste assez pour révéler qu'il avait lutté contre la toxicomanie plus tôt dans sa vie. Ce qui l'a sauvé, a-t-il dit, c'est la musique et le cinéma. Cet amour du cinéma se reflétait dans tout ce qu'il faisait, de son podcast à ses choix de rôle. Même à 70 ans, il travaillait toujours d'arrache-pied, toujours passionné, toujours imprévisible. 2025, il avait plusieurs projets courts et une éthique de travail que les jeunes acteurs ne pouvaient qu'envier. Ryan Hurst. Ryan Hurst a pris le chagrin de la mort. Dopey Winston, dans Sons of Anarchy, et l'a transformé carburant de fusée. Après avoir quitté la série 2012, il n'a pas regardé arrière. 2019, il a rejoint The Walking Dead tant que Beta, le chef masqué imposant des Whisperers. Sous tout ce maquillage, il pouvait à peine voir. Filmant certaines scènes à l'aveugle à 4 heures du matin dans la chaleur de la Géorgie, il comptait sur les membres de l'équipe pour le guider. Pourtant, il a livré une performance que les fans n'oublieront jamais. Vous savez, vous avez genre 7 jours. Et j'étais genre, OK, super, clic. Et j'ai appelé. Hurst ne s'est pas arrêté à l'action réelle. 2022, il a fait la voix de Thor dans God of War, Ragnarok, un rôle si intense qu'il lui a valu une nomination au BAFTA. Cela l'a placé parmi un groupe rare.
d'acteurs reconnus pour leur travail dans les jeux vidéo. Il a également donné vie à l'anti-héros Lobo dans Superman, Man of Tomorrow, faisant la voix du personnage à la fois 2020 et 2025. Les fans ont adoré la puissance brute de sa voix. Il ne s'agissait plus seulement de ce à quoi il ressemblait. Sa voix seule pouvait porter une histoire. Une histoire. Mais Hearst voulait plus. 2024, il est passé derrière la caméra pour réaliser Desert Road, un thriller psychologique qu'il a également coécrit. L'histoire était sombre et profondément humaine, faisant écho à sa propre évolution. Inspiré par le sacrifice d'Opie, Hearst s'est impliqué dans des œuvres de bienfaisance pour les anciens combattants. Il a souvent dit que les antécédents militaires de sa propre famille le gardaient les pieds sur terre et lui donnaient un sens du devoir au-delà du jeu d'acteur. Sa vie personnelle est tout aussi complexe. Il a rencontré Molly Cooken au lycée. Ils se sont mariés 2005, ont fondé une société de production ensemble et auraient 2 enfants, mais il reste discret. Un changement majeur dans sa vie est survenu lorsqu'il s'est déconverti au sikhisme. Il a pris le nom de Gobind Seva Singh, embrassant un chemin spirituel axé sur le service et la discipline. 2025. Ryan Hearst jonglait avec la réalisation, le travail de voix et le jeu d'acteur, tout restant à l'écart du cirque hollywoodien. Il ne courait pas après la gloire. Il construisait quelque chose de durable. Dayton Cali. Dayton Cali a joué Wayne Hunter, le chef de police usé dans Sons of Anarchy. Mais l'histoire de Cali ne s'est pas arrêtée lorsque le générique a défilé. Né 1946, il approche maintenant les 80 ans, mais vous ne le devineriez jamais d'après son emploi du temps. Après Sons of Anarchy, il a accepté un autre rôle sombre dans Fear the Walking Dead, tant que Jeremiah Otto Sr., un survivaliste avec un sens tordu de la justice, il a ajouté de la profondeur à une série déjà remplie de tensions. Son travail là-bas entre 2016 et 2017 a attiré l'attention des fans des 2 franchises. Il avait cette rare capacité à faire sorte que chaque personnage se sente vécu et imparfait. 2025, il a participé à Table 13, un film indépendant dystopique sur la solitude et la survie. Le film était petit, mais la performance de Cali lui a donné du poids. Hors caméra, il s'est tourné vers l'écriture sous le nom de Charlie Hoot, un clin d'œil à son personnage dans Deadwood. Il a commencé à publier de la poésie. Il a également écrit des mémoires, Charming Days, qui ont levé le voile sur Sons of Anarchy et son amitié avec Kurt Sutter. Ce n'était pas édulcoré, c'était honnête, émotionnel et plein de détails précis. Mais Cali ne se contentait pas de se remémorer. Il a financé des bourses pour de jeunes dramaturges, aidant de nouvelles voix à percer dans l'industrie. Il croyait que la narration importait et il a mis son argent là où il disait. Son histoire est rare. Il n'avait pas besoin d'un retour force ou d'une célébrité virale. Il a juste continué à travailler, à créer et à redonner. Que ce soit à travers une performance, un poème ou un étudiant qui l'aide dans les coulisses, Dayton Cali continue de laisser sa marque. Drea de Matteo. Drea de Matteo a joué Wendy Casey Hayes dans Sons of Anarchy de 2008 à 2014, mais ce qui s'est passé après la fin de la série est encore plus surprenant que tout ce que son personnage a jamais fait à l'écran. Drea ne s'est pas effacée à l'arrière-plan. Elle est restée active à Hollywood, réapparaissant tant que Wendy dans la finale de la série Mayans MC 2023, puis apparaissant dans Power Book 2 Ghost 2024. Elle ne se contentait pas de se tenir à un seul univers. Elle construisait des ponts entre eux. Mais le jeu d'acteur ne payait plus les factures. Août 2023, Drea a lancé un compte OnlyFans. Les gens ont été choqués. Encore plus choquant, son fils de 13 ans édite le contenu. 6 mois, elle gagnait environ 2 millions de dollars par an. Ce n'était pas un geste désespéré, c'était une question de survie. Elle avait été lâchée par son agent et mise sur liste noire par certaines parties de l'industrie. Son refus de prendre le vaccin CO-19 lui avait coûté des rôles, du respect et presque sa maison. Elle a dit que Hollywood l'avait traitée de sauvage pour avoir défendu ses convictions.
Au lieu de reculer, elle a redoublé d'efforts. Elle a lancé sa propre marque de vêtements de rue appelée Ultra Free. Inspirée par sa vie dans le Queens, à New York, la marque prône l'unité période de division politique. C'est bruyant, rebelle et sans excuses. Elle choisit des articles à la main, propose des lots et maintient tout enraciné dans la créativité et l'expression de soi. La vie de Drea n'a pas été facile. 2015, elle a perdu l'appartement de Manhattan où elle vivait depuis 22 ans lorsqu'une explosion de gaz a ravagé l'immeuble. Elle a également élevé 2 enfants tant que mère célibataire. Son ex, le musicien Shooter Jennings, était autrefois son fiancé, mais la relation n'a pas duré. Pourtant, elle a persévéré, se réinventant, défendant ce quoi elle croit et refusant de jouer selon les règles. C'est son véritable héritage après Sons of Anarchy. Jimmy Smits. Jimmy Smits a rejoint Sons of Anarchy 2012 tant que Nero Padilla, un dur à cuire au cœur tendre. Les fans l'ont adoré. Il n'était pas qu'un autre motard. Il a apporté une présence calme et terre-à-terre qui s'est démarquée. Ses scènes avec Katie Siegel et Charlie Hunnam ont ajouté de la profondeur émotionnelle à la série. Mais la véritable histoire de Jimmy a commencé lorsque la série s'est terminée. 2019, il est revenu terre inconnue, jouant dans Bluff City Law tant qu'Elijah Strait, un avocat légendaire des droits civiques. C'était comme boucler la boucle. Jimmy a percé dans les années 1981, jouant Victor Cointet dans LA Law. Maintenant, il était de retour au tribunal, mais cette fois, tant que leader. La série a abordé d'importantes batailles pour les droits civiques à Memphis. Mais malgré son message fort, Bluff City Law n'a duré qu'une seule saison. Jimmy ne s'est pas arrêté là. 2025, il a de nouveau choqué les fans. Il est revenu tant que Miguel Prao dans Dexter Resurrection. Nous avons pensé qu'il serait amusant de laisser certains de nos spectateurs aujourd'hui poser des questions à Jimmy parce qu'il a eu une si belle carrière. Nous ne voulions pas monopoliser tout le temps. Miguel était mort dans la saison 3. Mais la nouvelle série l'a ramené à travers les hallucinations de Dexter dans un hôpital. Les fans ont adoré. Smith, aux côtés du Trinity Killer de John Lithgow, a ramené certaines des meilleures parties de la série originale. Hors écran, Jimmy a été tout aussi puissant. 1997, il a cofondé la National Hispanic Foundation for the Arts. Aux côtés d'Izzy Morales et d'autres, il a contribué. Massé plus de 2 millions de dollars pour les étudiants hispaniques qui poursuivent une carrière dans le cinéma, l'écriture et les arts. Il dirige également la National Hispanic Media Coalition et encadre les étudiants de première génération. Il appelle l'éducation la rébellion ultime. Cette conviction découle de son expérience personnelle. Né à Brooklyn, Jimmy a déménagé à Porto Rico à l'âge de 10 ans et a dû fréquenter une école où l'espagnol était la seule langue enseignée. C'était traumatisant, a-t-il dit, mais cela l'a façonné. David Labrava. Aujourd'hui, nous allons passer du temps avec David Labra de Sons of Anarchy. Nous allons parler de tatouages, de motos, de cuir. David Labrava était plus qu'un simple dur à cuire dans Sons of Anarchy. Tant que happylomane, il était terrifiant. Mais ce rôle était enraciné dans la vérité. Labrada avait réellement vécu la vie de hors-la-loi. Il a fait partie des Hells Angels et a travaillé comme mécanicien Harley-Davidson. Son authenticité a rendu Happy crédible. Mais une fois la série terminée 2014, Labrava ne s'est pas enfui à moto dans l'obscurité. Il a complètement changé de voix. 2015, il a publié Becoming a Son, des mémoires brutes sur son enfance, sa douleur et ses luttes identitaires. Le livre a touché une corde sensible, particulier auprès des motards et des marginaux. 2025, c'est plus qu'un simple livre. C'est un podcast. Labrava Interview. Maintenant d'autres hommes sur les traumatismes, la masculinité et la guérison. Il a également écrit, réalisé et sorti Street Level, un drame policier tiré directement de son propre passé. Le film n'a rien édulcoré. C'était brutal, honnête et sans excuse.
il n'a pas complètement quitté le monde des motards. LaBrava a travaillé comme consultant sur Mayans MC, s'assurant que la série présentait correctement la vie des motards. Il écrit également une chronique pour le magazine Old School Roads et construit des motos personnalisées qui font la couverture. Son art, sa voix et ses machines portent tous le même esprit. Rugueux, réel et intrépide, mais rien ne pouvait le préparer à ce qui est arrivé 2018. Son fils de 16 ans, Tao, est mort par suicide. LaBrava était dévasté, mais il n'est pas resté silencieux. Il est devenu un défenseur de la santé mentale. Il a supplié les parents de parler à leurs enfants et de rechercher les signes discrets. Son chagrin l'a conduit au bouddhisme. Maintenant, il parle de paix, de présence et de guérison. Il ne cache pas sa douleur. Il la partage. Nico Nicotera. Nico Nicotera n'a pas suivi le chemin habituel d'Hollywood. La plupart des gens se souviennent de lui comme de Ratboy Skogstrom, le membre sauvage mais loyal de Sons of Anarchy. Après la fin de la série 2014, il n'est pas devenu un nom connu comme certaines de ses co-stars, mais sa vie et ses choix racontent une histoire de succès différente. Nico est né sur une base militaire américaine à Gießen, Allemagne. Ses parents étaient italiens et il a grandi Italie, à Londres, puis à Los Angeles. Au début, il a étudié le théâtre classique à Londres à l'Academy of Live and Recorded Arts. Il a même joué au Shakespeare's Globe Theatre. Cela lui a donné une base solide dans le jeu d'acteur, qui le distinguerait même dans des rôles plus petits. Après Sons of Anarchy, il n'a pas décroché de rôles principaux, mais il a continué à travailler. Je ne peux pas dire que je pensais qu'il allait nécessairement y arriver, mais j'espérais qu'il aurait une bonne petite carrière, vous savez, avant que ça ne se termine pour lui. 2019, il a eu un rôle important dans Richard Jewell, réalisé par Clint Eastwood. Nico a joué Dave Duchesse, le meilleur ami du personnage principal. Le film l'a réuni avec des stars comme Kathy Bates et Sam Rockwell. Il a rapporté 44 millions de dollars et Bates a été nominé pour un Oscar et un Golden Globe. Pour beaucoup, c'était le point culminant de sa carrière après Sons. Il est également apparu dans d'autres films et émissions de télévision. The Purge, Anarchy, 2014, 2014, Father Stu, 2022, Gotham, Criminal Minds et You're the Worst. Il a souvent joué des rôles secondaires, ne volant jamais la vedette, mais ne s'effaçant jamais non plus. Certains critiques ont souligné que sa carrière n'avait pas brûlé la gomme comme d'autres de la série. Mais Nico ne semblait pas s'en soucier. Il était resté occupé à faire autre chose, quelque chose qui comptait. Il a cofondé Rat Pack Films, une société de production axée sur les documentaires de crimes réels. Ces films traitent des condamnations injustifiées et de la justice sociale. Il est également bénévole pour le Innocence Project, aidant les personnes qui ont été emprisonnées pour des crimes qu'elles n'ont pas commis. Pour Nico, la justice n'est pas qu'un rôle, c'est une véritable mission. Winter Avezé. Winter Avisoleil a choisi un autre type de liberté. Elle a joué Laia Winston dans Sons of Anarchy, un personnage qui a évolué d'une star du porno à une mère et une survivante. Sa vie réelle était tout aussi complexe. Elle est née à New Hope, Pennsylvanie, mais ses racines remontent à la Tchécoslovaquie. À 11 ans, sa famille a déménagé à Prague, où elle a fréquenté l'école internationale. Elle a commencé à jouer à 13 ans dans des films tournés dans la ville. Plus tard, elle a déménagé à New York pour étudier sous la direction de David Mamemoth et William H. Macy à l'Atlantic Theatre Company. Elle ne courait pas seulement après la gloire, elle perfectionnait son art. Après Sons of Anarchy, elle n'a pas disparu. Elle a rejoint la série Bosch 2017 tant qu'Amy Snyder, une analyste médico-légale. Elle est restée avec la franchise dans Bosch Legacy, une spin-off qui est devenue un succès à part entière. 2025, un autre spin-off, Ballard, devrait être présenté première, montrant à quel point l'univers s'est étendu.
Elle a également joué dans Deserted. Ouais, quand je l'ai lu pour la première fois, j'étais genre « Oh mon Dieu, Kurt! » Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous savez quoi? Il faut s'y attendre. Mais c'était tellement amusant à faire. Un thriller psychologique de 2016. Le film a reçu des critiques mitigées, mais a salué sa performance. Maintenant, elle produit Deserted 2, prenant en charge la direction derrière la caméra, et elle ne s'est pas arrêtée là. Zoe est une fière défenseur de la culture tchéco-américaine. Elle aide à financer des festivals de cinéma à Prague et soutient de jeunes cinéastes. 2024, elle a organisé une exposition d'art à Los Angeles intitulée Biker Women, inspirée par la force des femmes qu'elle a rencontrées dans Sons of Anarchy. L'exposition a célébré les motocyclistes et leurs histoires. Puis, 2025, elle a choqué ses fans. Le 8 janvier, elle a annoncé qu'elle prenait sa retraite du métier d'actrice. Elle venait d'accueillir son 3e enfant et ressentait l'attrait de la maternité plus profondément que jamais. Dans une publication Instagram sincère, elle a dit qu'elle était épuisée par le rythme effréné d'Hollywood et qu'elle voulait élever de bons humains.